Madame, monsieur, préparez-vous à un tour du monde très productif. C'est moi qui vous le dis. Et oui, cette semaine, printemps oblige, nous avons pris la clé des champs pour un voyage au cœur de l'agriculture moderne. Alors, comment le monde rural s'adapte-t-il à notre époque? Quelles sont les nouvelles méthodes de travail? À quoi ressemblent les exploitations du futur? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour. Alors, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous le savez, vous vous en doutez, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée pour nous cultiver. Ce matin, nous avons donc fait appel à Clément Le Goff, qui nous parlera de l'agriculture made in Singapour, Valérie Le Rouge, qui a fait le déplacement aux Pays-Bas, Sylvain Le Petit également, Sylvain Le Petit, notre correspondant au Qatar, et enfin Marc de Chalvron, qui lui nous attend à Dakar. Allez, pour commencer, on va voir si l'herbe est vraiment plus verte chez le voisin. Bonjour Clément, vous êtes actuellement à Pékin, mais c'est au sud de la Malaisie que vous allez nous emmener. Oui, direction Singapour, où l'agriculture prend de la hauteur, c'est le cas de le dire. Et pour cause, les fruits et légumes poussent dans les tours. C'est plutôt original, non, comme procédé. Vous nous expliquez ? Eh bien exactement, certains se diront sans doute que ce procédé il est complètement perché, mais vous allez voir, l'explication elle est très terre à terre. Parce qu'à Singapour, eh bien on manque de place pour cultiver. Singapour, vous savez, c'est une toute petite cité-État, 5,5 millions d'habitants, un climat tropical, une végétation luxuriante, mais il n'y a pas de place pour des champs de salade. La surface, les terres agricoles, eh bien c'est seulement 1% de la surface totale. Alors, presque toute la nourriture est importée. Les viandes, elles viennent d'Australie. Les fruits et légumes viennent du Vietnam ou de Thaïlande ou même de France. Mais ça, c'est en train de changer parce que les Singapouriens, ils ont eu une idée révolutionnaire. Ils se sont dit, notre ville, elle est verticale et donc on va construire, on va cultiver en hauteur une ville verticale et de plus en plus, on voit dans les supermarchés des étiquettes avec marqué « Made in Singapour ». Alors vous allez voir ce reportage, Singapour, là où les salades poussent dans des tours. Vous allez voir ces nouvelles fermes, comment fonctionnent-elles, à quoi ressemblent-elles. C'est un reportage qui a été préparé par Angélique Forget et Antoine Védéier. C'est un petit état de 700 km² qui manque de place et d'espace pour cultiver. À Singapour, pas de ferme ni de champ, alors il faut importer. Dans ce supermarché, les fruits et les légumes viennent de très loin. France, Angleterre, États-Unis, Allemagne, Australie, ils viennent de partout. Les fraises, il faut les faire venir des États-Unis ou d'Australie. Elles ne peuvent pas pousser à Singapour. Avec toutes les tours, vous savez, on n'a pas de place. Mais depuis 4 ans, ces deux hommes font pousser des salades made in Singapour. Ensemble, ils ont créé la première ferme verticale au monde. Les légumes sont posés sur ces tours rotatives. Les salades prennent la lumière du soleil, puis redescendent puiser de l'eau de pluie dans ces bacs. Le système fonctionne à l'énergie hydraulique. C'est elle qui donne la vitesse. Et l'eau est recyclée, elle retourne dans la roue et revient ensuite. Un système écologique et productif. Ici, on récolte jusqu'à 10 fois la quantité de légumes qui seraient cultivés à même le sol. Et le travail est moins fatigant. Dans les champs traditionnels, les agriculteurs doivent s'accroupir pour récolter. Ici, vous voyez notre employé, quand il récolte, il peut ajuster le bac pour qu'il soit à un niveau confortable. C'est vraiment ergonomique. Fini le mal de dos. À Singapour, d'autres entrepreneurs se sont lancés dans l'agriculture verticale. Bonjour, bienvenue dans ma ferme. Venez, c'est par là. Dans cette tour, John Wee produit 10 kilos de salade chaque jour. Et il l'assure, leur goût n'a rien à envier à celles qui poussent dans la nature. Alors ça, c'est de la salade cristalline glacée. Vous voyez, la plante est vraiment très brillante. Et derrière, vous voyez toutes les petites bulles. C'est très croustillant. Comme ça. Écoutez ce bruit. C'est aussi très juteux. C'est le moment parfait pour les vendre. Ici, les salades poussent 2 fois plus vite qu'au sol, car l'environnement est entièrement maîtrisé. La température, le taux d'humidité, la lumière. Et il n'y a même pas besoin de terre.
C'est le système hydroponique. Cela veut dire qu'il n'y a pas de terre. Donc vous voyez, les plantes poussent au milieu, là, et là, les bandes capturent l'eau. L'eau coule du haut vers le bas, et les plantes absorbent les nutriments et les minéraux. Pour que le pays soit moins tributaire des importations, le gouvernement soutient financièrement ceux qui veulent se lancer. Dans 2 semaines, cet ancien employé de casino récoltera ici ses premiers légumes. Voici les lampes sous lesquelles vont pousser nos bébés épinards. Notre objectif, c'est de produire 2 à 3 tonnes par mois. Il lui a fallu 1 an de préparation et 120 000 € d'investissement. Les fermes verticales sont pour lui la solution au manque d'espace. Pour les endroits où il y a un manque de terre pour faire pousser des légumes et de mauvaises conditions climatiques, je pense que les fermes verticales vont trouver leur place. Mais cela ne remplacera jamais les cultures traditionnelles. Aujourd'hui à Singapour, 3% des légumes consommés proviennent de l'agriculture verticale. Clément, ces fermes verticales ont été créées il y a quelques années, 5 ans je crois. Est-ce que ça veut dire que depuis, tout le monde s'y est mis là-bas ? Eh bien oui, parce que ça présente plusieurs avantages. D'abord, ça permet de réduire l'empreinte carbone. Plus besoin de transporter des légumes en avion. Et puis les salades, elles sont plus fraîches. Elles sont cueillies le matin et puis transportées jusqu'au restaurant, jusqu'au supermarché, directement dans l'après-midi. Alors ça a quand même un point faible, c'est que c'est beaucoup de technologie, beaucoup d'électricité. Et ces salades, elles sont vendues 3 fois plus chères que des salades importées. Mais tout le monde s'y met, oui. Et désormais, il y a même des poissons, des crabes qui sont élevés dans ces fermes verticales à Singapour. Ah ouais, quand même, très impressionnant. Alors vous êtes à Pékin, Clément. Est-ce que vous savez si ça aurait donné par hasard des idées aux Chinois ? Eh bien oui, comme d'habitude, vous savez, les Chinois, ils voient toujours les choses en grand. À Shanghai, en ce moment, il y a une ferme verticale qui est en train de sortir de terre et elle est gigantesque. Elle fait 100 hectares. Il y a des tours d'habitation et des tours maraîchères. On y plantera des choux chinois et des épinards. Ce sont les légumes les plus consommés à Shanghai. Et pour la Chine, eh bien, l'agriculture de demain, c'est un vrai enjeu parce que les terres agricoles, eh bien, elles sont souvent contaminées par la pollution. Et puis également, la sécurité alimentaire, c'est une des nouvelles préoccupations des Chinois. Donc vous le voyez, ces fermes verticales, elles ont un bel avenir et on devrait en voir davantage conquérir la Chine dans les prochaines années. Merci beaucoup Clément et continuez de faire attention quand même à ce que vous mangez. Pour la prochaine escale, on part se mettre au vert, mais aux Pays-Bas cette fois. Les Pays-Bas, considérés comme le laboratoire de l'agriculture en Europe. Bonjour Valérie. Alors malgré une petite superficie, c'est quand même l'un des principaux exportateurs de produits agricoles, on le sait, un des principaux au monde, on est bien d'accord. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les Pays-Bas sont 15 fois plus petits que la France en superficie et pourtant ils exportent plus que nous des denrées agricoles. Cherchez l'erreur. En fait, là-bas, on n'a pas de terre mais on a des idées pour parodier un vieux slogan français. Et effectivement, les Néerlandais ont fait de leurs contraintes un atout. Ils innovent en permanence, ils réinventent l'agriculture pour rester dans la course. Par exemple, comme ils ne peuvent pas étendre leur culture à l'horizontale, eh bien, ils le font à la verticale hors sol avec des légumes maintenant qui poussent sur 7-8 étages éclairés par des LED. Idem dans l'élevage de poulets, par exemple. Comme ils ne peuvent pas multiplier les élevages en plein air, eh bien, ils assument avec de l'élevage en batterie, nouvelle génération, plus respectueux de l'environnement et des animaux. Enfin, le nombre d'universités dont les travaux de recherche en agronomie sont salués en dit long, car c'est une priorité pour le gouvernement hollandais. Reportage sur place avec Sylvain Winans et Jérémy Audouard. Un bâtiment high-tech, bardé d'1 millier de panneaux solaires. Voici le poulailler du futur pour les Hollandais. À l'intérieur, 24 000 poules et pas un brin d'herbe. Mais l'exploitant le voit comme un modèle. Les aspirateurs capturent la poussière. Les poules ont de l'espace et profitent de la lumière du jour. Ici, nous avons des arbres. Pour le moment, c'est l'hiver. Mais au printemps, ils sont plus beaux. Et on a des branches d'arbres ici. Les poules peuvent se cacher en dessous, sauter dessus et bien s'amuser. Le bâtiment est entièrement autonome en énergie et ici, tout est recyclé. Un système récupère les fientes pour les transformer en engrais.
Et l'alimentation des poules provient des déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Cela vient des grandes boulangeries. On récupère les restes de pain, de biscuits. On utilise des déchets venant de l'agriculture et de la consommation humaine. 23 000 œufs sont récoltés chaque jour. Ils sont vendus par boîte de 5 pour 1,20 € exclusivement à une chaîne de hard discount qui mise sur ce type d'élevage pour redorer son image. On peut donc agir pour le bien-être animal et produire des œufs durables. Et on peut gagner de l'argent avec ça. Pour réussir à gagner de l'argent, les paysans néerlandais n'ont pas hésité à se transformer en ingénieurs. Dans cet élevage de 300 vaches, les robots ont pris le relais des salariés agricoles. Avec son smartphone, Mark Havermans peut tout contrôler. Je suis en train de lancer le robot qui va nettoyer l'allée des vaches. On a un ordinateur qui gère la température de l'étable et qui contrôle tout, le soleil, le vent qui rentre, s'il pleut, l'humidité, la température. C'est une benne autonome qui nourrit les vaches. Elle va chercher le fourrage et circule toute seule, jour et nuit. La traite aussi est entièrement robotisée. Les vaches vont elles-mêmes donner leur lait jusqu'à 5 fois par jour. Quand une vache entre dans le robot, elle reçoit du concentré, une sorte de bonbon. Elle aime ça, c'est pour ça qu'elle revient souvent. La porte se ferme, le robot nettoie les trayons qui sont ensuite automatiquement branchés et la traite commence. Ce qui est vrai pour l'élevage l'est aussi pour les cultures. Les Néerlandais repoussent toujours plus les limites de la nature. Sur ce campus de Rotterdam, des scientifiques parviennent désormais à faire pousser des plantes tropicales et notamment de la vanille en cherchant le meilleur équilibre, température, humidité, nutriments. J'essaie de trouver la meilleure manière de faire pousser de la vanille sous serre, parce qu'il y a une très forte demande. L'enjeu est énorme, la vanille aujourd'hui est rare et chère. L'industrie agroalimentaire investit donc beaucoup pour obtenir la meilleure qualité à moindre coût. Une bonne vanille est un peu huileuse et on peut faire un nœud. Ça veut dire qu'elle est de bonne qualité. En plus de la vanille, Philippe Van Noort travaille aussi sur le poivre noir, les avocats et même la papaye. On espère que le goût sera aussi bon, voire meilleur que ce qu'on importe. Les Pays-Bas sont aujourd'hui le laboratoire incontesté de l'agriculture mondiale, au risque de bousculer les traditions. Et pourquoi cherche-t-il, avec autant de moyens et d'acharnement, à produire justement des fruits, des produits tropicaux, on va dire, alors que le climat s'y prête pas ? Eh bien parce qu'il y a une grosse pression de l'industrie agroalimentaire. Pour reprendre l'exemple de la vanille, son prix a été multiplié par 10 en 5 ans, 500 € le kilo aujourd'hui, car ça vient essentiellement de Madagascar et d'Indonésie et c'est soumis aux aléas climatiques. Donc évidemment pour l'industrie pâtissière, mais également cosmétique, il y a une volonté de pouvoir maîtriser sur place la production de vanille. Et c'est vrai aussi pour le poivre, on l'a vu, ou le safran demain. L'industrie finance énormément les universités pour la recherche dans ce domaine. Oui, sachez qu'ils sont imités par les Islandais qui, eux, utilisent la géothermie. Voilà. Alors, les Hollandais, justement, ont visiblement, Valérie, fait le choix de la production intensive. Mais est-ce que ça ne va pas quand même à l'encontre de ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui, à savoir une agriculture plus raisonnée ? Si, mais les Hollandais sont pragmatiques. Effectivement, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur ce qu'ils mangent, mais dans le même temps, les Hollandais n'arriveront pas à faire du bio et de l'élevage dans les pâturages pour tout le monde. Donc, ils se veulent aujourd'hui un peu le chantre de l'élevage intensif, mais respectable et respectueux de l'environnement et des bêtes. Et force est de constater que pour l'instant, ça leur réussit. Merci beaucoup Valérie, à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez puisque vous êtes chez vous ici. Alors retour chez nous justement à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que les agriculteurs sont hyper connectés. Applis, plateformes, réseaux sociaux, Internet occupent le terrain, Julia. Exactement. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs vont être connectés. Leur première préoccupation concernant le web, c'est d'avoir une couverture Internet sur la totalité de leur exploitation. Ils sont 81% des agriculteurs à utiliser Internet quotidiennement
dans leur métier, dans leur travail. C'est très important. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux, évidemment, nouvelle arme de séduction pour les agriculteurs, parce que c'est via les réseaux sociaux qu'ils vont parler de leur profession, expliquer leur travail, témoigner de la réalité, vraiment, de ce qu'ils font tous les jours. Et regardez, on les voit, on les retrouve là, ces agriculteurs qui vont partager avec nous leur quotidien sur les réseaux sociaux. Un éleveur sur 5 est présent aujourd'hui sur Facebook, Twitter et autres, Instagram. Mais il n'y a pas que ces réseaux sociaux hyper connus, il y a carrément des réseaux sociaux qui sont dédiés aux agriculteurs. Comme celui-ci, par exemple, qui s'appelle pardessuslahaie.net, ou alors celui-ci qui s'appelle agriavis.com. Alors là, c'est vraiment échange, prise de contact, conseils, partage des idées et vous le voyez, vente et revente de matériel à des prix défiant toute concurrence. Alors, un autre réseau social que j'ai trouvé, que j'aime beaucoup. Je rigole parce que j'ai vu un tracteur à vendre à côté de chez moi. Et ben voilà, vente tracteur, si vous êtes intéressé, c'est sur Agriavis que ça se passe. J'ai vu. Et alors, ce site que j'aime beaucoup qui s'appelle monchamp.fr parce qu'il met en relation des enfants et des agriculteurs. C'est-à-dire que des enfants vont s'inscrire avec leur instituteur sur ce site et ils vont suivre pendant l'année toute l'activité On du l'avait champ. vu avec Isabelle et c'est Martinet, absolument effectivement. génial ce site parce qu'à la fin, évidemment, ils vont suivre, puis à la fin, ils vont se rencontrer. L'échange, la pédagogie, ça fonctionne. C'est très bien ça. Et puis Internet, j'imagine, est aussi devenu un outil de vente pour les producteurs, non? Ben oui, les producteurs, évidemment, ont compris les enjeux économiques. Et comme ils maîtrisent cet outil, eh bien, ils vont exploiter l'outil pour vendre en ligne les produits qu'ils produisent. Et ça fonctionne sur des sites comme celui-ci. Alors, ça s'appelle Les Produits Paniers, ça s'appelle fermeduhautclosé.com. Et c'est là-dessus qu'ils vont présenter leurs produits. Alors, on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de ce site qui s'appelle terredeliens.org. Un réseau associatif extrêmement mobilisé partout en France qui va accueillir et accompagner les paysans et les agriculteurs de France. Et c'est très important parce que ça soutient les agriculteurs dans leurs projets. Et pour les soutenir, vous avez aussi le financement participatif. Mimosa, un site qui soutient les projets de tous les agriculteurs, uniquement les agriculteurs. Vous pouvez mettre en place n'importe quoi, fabrication de beurre, élevage de poules, brassage de bière 100% réunionnaise avec modération bien sûr, en tout cas, toutes sortes de projets qui concernent les agriculteurs. Bienvenue dans un monde très très moderne décidément. Merci beaucoup Julia. Alors pour la suite du voyage, cap sur le Qatar où les nouvelles technologies justement se mettent au service là-bas de l'agriculture. Bonjour Sylvain, les exploitations y poussent comme des champignons paraît-il. Les derniers investissements en date, on parle d'une ferme de 1400 vaches, rien que ça, plutôt atypique en plein désert. Bonjour Laurent, en effet, sans eau, sans herbe et avec des chaleurs caniculaires pendant presque toute l'année, les pays du Golfe sont plus connus pour leurs dromadaires que pour leurs vaches laitières. Mais vous allez voir qu'avec les nouvelles technologies et surtout l'argent du pétrole, désormais tout est possible. Miyuki Droz et Marwan Chahine sont allés au Qatar qui, au nom de l'indépendance alimentaire, fait venir ses vaches par avion. À seulement 1 heure de route de la capitale, c'est une ferme en plein désert qui n'en finit plus de sortir de terre. Déjà 6000 vaches, mais à la fin des travaux, elles seront 14 000, arrivées d'Allemagne, des États-Unis ou d'Australie, par bateau, mais aussi par avion. Le directeur de cet élevage hors du commun est irlandais, et il est très fier de ses treilleuses rotatives dernier cri, parmi les plus grandes de la planète. Ça prend 8 minutes pour faire un tour complet. Quand elles ont fini, elles descendent. On peut traire jusqu'à 750 vaches par heure avec cette machine. John Dory est un expert des élevages en milieu extrême. Au Qatar, les températures peuvent dépasser les 50 degrés en été. Alors les étables doivent être climatisées. D'énormes ventilateurs brassent un air humidifié par ces gouttes d'eau qui ruissellent le long de ces tuyaux. Selon la température et le niveau d'humidité, un ordinateur contrôle le système d'hydratation de l'air. La meilleure température, c'est de réussir à la maintenir en dessous de 25 degrés. Avec des températures plus ou moins constantes toute l'année, il n'y a plus de saison pour ces vaches. Comme le pays ne produit pas de fourrage, pour les alimenter, tout doit être importé. En été des États-Unis, en hiver d'Afrique du Sud. On fait nos courses un peu partout dans le monde pour avoir les meilleurs prix du marché. Ça, c'est de la luzerne de très bonne qualité. Subventionnée, cette ferme aurait coûté près de 800 millions d'euros à construire. Mais sa rentabilité est secondaire pour le Qatar.
car c'est avant tout une question de souveraineté alimentaire. D'abord, nous allons rendre le Qatar autosuffisant en production laitière. Mais en plus, nous allons rendre le Qatar suffisant en viande de bœuf aussi. Parce que 14 000 vaches vont donner plus ou moins 14 000 veaux chaque année. 35 tonnes de lait sortent chaque jour de cette ferme, directement transformées et distribuées dans tous les supermarchés du pays. La marque se décline déjà en fromage, yaourt ou crème fraîche. Et les clients peuvent consommer du Made in Qatar. C'est une super idée d'avoir des produits frais fabriqués au jour le jour. C'est très bien. Ce lait est vendu 1,80 € le litre. C'est moins cher que le lait importé de l'étranger. En revanche, son empreinte carbone et son impact sur l'environnement ne sont pas calculés. Merci Sylvain, à bientôt évidemment. Alors, retour chez nous à présent avec notre Philippe Collignon. On va plonger au cœur de l'agriculture française, s'il vous plaît. L'agriculture française de demain. À quoi ça va-t-elle ressembler ? L'agriculture française de demain, on la vit déjà aujourd'hui. Il faut savoir que la France demeure l'une des économies agricoles les plus performantes d'Europe. Elle représente plus de 71 milliards d'euros. Laurent, les grandes exploitations bénéficient déjà de toutes les dernières technologies. On l'a vu, le drone, la météo à la pointe. Et pour les petites exploitations, elles s'équipent petit à petit. Mais l'agriculture de demain, c'est l'idéal, ça sera des normes simplifiées, car aujourd'hui, trop de normes se télescopent entre la France et l'Europe. Et quelles sont les grandes pistes qui se dessinent ? Alors la première, avoir de petites structures rentables et augmenter son revenu. Alors pour information, le revenu moyen d'un agriculteur français est de 18 300 € par an, ce qui représente moins 29%, oui, exactement, par rapport à 2015. Parfois, un agriculteur ne touche pas plus de 300 € par mois. Donc, on les soutient. Alors, on misera aussi sur une agriculture de précision. L'agriculture de demain sera intelligente et bien sûr toujours aux mains de grands groupes agro-industriels. Dernier point, une agriculture durable à faible aussi empreinte carbone, ce qu'on appelle la low carbone agriculture. Solution pour l'avenir ? Produire de l'énergie à la fois éolienne ou solaire. Certains ont déjà sauté le pas, recouvrir le toit des granges par exemple. D'un autre côté, il faut aussi que les partenaires jouent le jeu dans la rétribution financière. Alors aussi se lancer dans la méthanisation, c'est-à-dire produire du gaz pour les collectivités. Aussi avoir une agriculture plus responsable en baissant la dose des produits phytosanitaires dangereux, en utilisant par exemple des biostimulants qui sont des substances qui vont stimuler la vie biologique du sol, et puis l'emploi de certaines algues aujourd'hui au top dans l'agriculture. Et est-ce que notre agriculture va se mettre à l'ère du digital comme celle d'autres pays ? Effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec Julia, que les agriculteurs étaient connectés. C'est le cas notamment pour ceux qui possèdent de grandes exploitations. C'est ce qu'on appelle la smart agriculture, gestion des engrais, l'arrosage, les maladies, la météo, les drones. Ce qu'il faut savoir, c'est que 195 000 agriculteurs sur 510 000 sont connectés à Internet dans la gestion des traites, des robots, semoirs, des épandeurs, etc. Mais d'ici 2025, bonne nouvelle, un tiers des agriculteurs pourraient accéder à cette nouvelle technologie. Philippe, autre point d'évolution pour les petites exploitations ? Alors déjà, rajeunir le tissu social avec un accompagnant plus proche du jeune agriculteur qui veut s'installer. Juste un petit rappel, 51 ans, c'est l'âge moyen en agriculture en France, dont 30% sont des femmes, c'est super. Se spécialiser aussi en lien avec des localités, par exemple développer aussi la permaculture, on en parle beaucoup, on revient aux basiques d'antan, aux solutions plus responsables pour faire face aux futurs scandales alimentaires. Et puis, vendre en direct, beaucoup se sont lancés dans cette aventure, souvent avec un grand succès. Justement, et le bio dans tout ça ? Bonne nouvelle, le bio a dépassé la barre symbolique des 5% de la surface agricole utile, une augmentation de 17% par rapport à 2015. La terre cultivable se fait rare, évidemment, donc il va falloir avoir d'autres solutions, notamment une belle solution, c'est-à-dire, regardez ce qui se passe en Italie, ça se passe sous l'eau, on cultive des légumes, c'est expérimental, mais ça fonctionne. Et il ne faut pas oublier, Laurent, que le paysage sans paysans aura un autre visage parce qu'il faut aussi entretenir nos campagnes en France et la désertification de certaines campagnes pourrait coûter très cher aux localités, aux communes parce qu'il faut entretenir les bas-côtés, etc. Donc on pense à tous ces paysans qui sont là et qui nous soutiennent tout au long de l'année, qui dessinent le paysage et qui nourrissent la France. On vous soutient. Bravo à vous.
Non seulement on en est convaincu, mais le message est effectivement bien passé. Merci beaucoup, Philippe. Alors, pour la dernière récolte, nous partons cette fois-ci au Sénégal, où la majorité de la population vit dans les campagnes. Bonjour Marc, quelle place occupe l'agriculture réellement dans le pays? J'imagine qu'elle est très présente comme dans de nombreux pays d'Afrique, évidemment. Eh oui, bonjour Laurent. L'agriculture, en effet, qui est très importante pour le Sénégal, puisque 60% de la population vit encore dans les zones rurales, même si c'est en train de changer très rapidement. Alors, ce n'est pas un secteur qui est très performant, très productif, mais il emploie énormément de personnes. Et c'est un secteur, surtout, qui fait face depuis 20-30 ans à une menace existentielle, la désertification, le changement climatique, puisque le désert avance de 2 km par an et tue progressivement de plus en plus de terres. Alors il y a la solution de facilité, celle d'abandonner les terres, de s'installer ailleurs. Et puis il y a ceux qui ont décidé de faire face, d'essayer d'adapter leur manière de travailler. Il y a plusieurs villages comme ça en Afrique de l'Ouest et il y en a un au Sénégal. Regardez ce reportage d'Aurélie Fontaine, d'Antoine Husser et de Pape Sec. C'est déjà une réalité du Sénégal et de la région de Kaolack. L'aridité se fait de plus en plus pressante. Le village de Dagabiram a décidé de ne pas le vivre comme une fatalité, mais de s'adapter et de faire avec ce que la nature vous donne. Il n'y a pas si longtemps, les baobabs du village étaient coupés pour nourrir le bétail. Ces fruits sont désormais récoltés et même transformés. Le fruit du baobab, quand on le cueille à l'arbre, on le casse, on le nettoie, puis on le transforme en poudre. Cette poudre sert ensuite à fabriquer des jus et des gâteaux et fait vivre plusieurs femmes du village. Avant, on n'utilisait pas le fruit des baobabs. Ça servait uniquement pour le bétail. Maintenant, tout le monde tire des bénéfices importants des baobabs. Dagabiram est un village pilote au Sénégal, au cœur d'un programme d'adaptation au changement climatique depuis 2013, avec l'aide notamment du Centre des prévisions météorologiques de Dakar. Ici, on guette les caprices du ciel avec une attention particulière pour Dagabiram. Donc quand tu vois ce nuage-là qui va d'est à ouest, le village aurait intéressé, ici c'est Dagabiram qui est à peu près là, et tu peux anticiper un peu, voir quand est-ce qu'on aura ce phénomène dans les villages. L'information est ensuite rédigée avant d'être envoyée le plus vite possible. On prend cette alerte-là, qui n'est pas longue, vous voyez, et qu'on envoie par téléphone. C'est à eux maintenant d'interpréter et de voir maintenant quelles sont les actions qu'il faudrait prendre sur le terrain. Dans l'instant, Ousmane Thial reçoit le message sur son téléphone portable. L'agriculteur adapte son travail et choisit notamment la semence du mil la mieux adaptée aux prévisions. Ça, c'est la variété Suna 3, qui est adaptée aux prévisions de la saison 2017. Par exemple, si on te dit que la saison des pluies sera longue, si tu mets une semence qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, tu n'auras pas une bonne récolte. Maintenant, nous ne faisons plus d'erreurs. Le résultat est là. Une meilleure rentabilité, une récolte plus riche. Pas de quoi cependant totalement faire disparaître les angoisses de l'agriculteur. Quand j'avais 10 ans, je voyais bien que mon père cultivait beaucoup. Aujourd'hui, c'est différent. Le climat nous empêche de produire autant. On se rend vraiment compte que le changement climatique a un effet sur nos récoltes. La désertification touche un tiers du territoire sénégalais, un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain. Oui, c'est vrai que dans la région de Kaolack, on a encore quelques forêts, mais plus beaucoup, et notamment vers le Saloum. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous connaissez, Marc, la solution pour lutter contre cette désertification? Et oui, Laurent, effectivement, il y a un projet, et c'est un projet emblématique, ici très ambitieux, qui dépasse largement les frontières du Sénégal. C'est un projet que l'on appelle la Grande Muraille Verte contre la désertification. Il concerne 11 pays africains d'est en ouest sur toute la bande sahélienne, vous savez, au sud du Sahara, sur 7500 km et plus. En fait, il s'agit de planter des arbres sur une bande de 15 km de large. L'idée, c'est d'inverser la tendance de la désertification en plantant ces arbres, de faire revivre les sols et peut-être à terme
même de pouvoir réutiliser ces sols pour des activités agricoles. Eh oui, merci Marc, mais tout ça, vous le savez mieux que moi, il faut le financer. À bientôt, en tous les cas, pour Télématin. Madame, monsieur, c'est la fin, non pas des haricots, mais de notre émission. Merci à nos 4 correspondants pour cette belle immersion dans l'agriculture de demain. La semaine prochaine, notre thème, nous mettrons à l'honneur les métiers invisibles. S'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur et demandent pourtant beaucoup d'énergie. Rendez-vous donc samedi prochain pour un coup de projecteur sur ces travailleurs de l'ombre. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve, vous le savez, dès lundi, 6h30. D'ici là, très bon week-end à toutes et à tous. Together.